nous lui devons, alors de ne pas s'immiscer dans cette affaire sénégalo-sénégalaise. Macron devrait aujourd'hui, pour redorer son blason en Afrique, nous aider à ce que justice soit rendue au Sénégal. Boubacar Seye, le président du collectif des victimes de Macky Sall, le dit, collectif qui a été face à la presse tout à l'heure. Cette inquiétude est chez les mécaniciens basés à Darussalam, c'est dans la commune de Yeumbeul Nord. Ils sont menacés par certains habitants du quartier qui veulent les faire quitter pour des raisons de sécurité. Les concernés demandent aux autorités de leur aménager un site ailleurs. Aminata Ba. Des interventions, les unes aussi flippantes que les autres. L'exploitation prochaine du pétrole de Sangomar. Aminata Ba plutôt qu'Aminata Goudiaby. Aminata Ba qui doit revenir donc sur cette inquiétude chez les mécaniciens basés à Darussalam, c'est dans la commune de Yeumbeul Nord. Des interventions, les unes aussi flippantes que les autres. L'exploitation prochaine du pétrole de Sangomar inquiète mareyeurs. Toutes nos excuses, nous allons revenir sur cet élément de Aminata Goudiaby. Le temps d'aller à Thiès pour parler de l'exploitation du zircon à Kayar. Plusieurs périmètres maraîchers menacés et c'est pourquoi les populations s'opposent au projet. Elles sont soutenues par le grand sérigne de Dakar. Abdoulaye Makhtar Diop estime que l'État ferait mieux de s'occuper du développement économique de la zone plutôt que de priver les populations de leur principale source de revenus. Cheikh Anta Diop. À Lundoui, devant le grand sérigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop demande l'arrêt du projet d'exploitation du zircon à Kayar. Il soutient que la population du village traditionnel des pêcheurs n'a pas donné son accord. Nous ne voulons pas de cette exploitation du zircon. Nous ne voulons pas de l'exploration, ni nous ne voulons pas aussi de l'exploitation. Nous pratiquons le maraîchage. Et ce maraîchage-là, ce que ça rapporte et ce que ça crée comme emploi, l'exploitation du zircon ne peut pas le faire. Et après l'exploitation du zircon, la terre est complètement affaiblie, on ne pourra plus l'utiliser, ni pour les habitations, ni pour la culture. Dakar est une terre de culture. Aujourd'hui, nous avons une production maraîchère qui nourrit le Sénégal. Et dans ce domaine-là, comme on appelle à l'autosuffisance alimentaire, à consommer local, je pense que l'État doit réfléchir. Et vraiment, nous demandons au ministre des Mines, de vraiment faire des investigations par rapport à cette organisation-là qui est en train de chercher d'exploration au zircon au niveau de la commune de Kayar. Le grand sérigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, invite l'État à plutôt s'appesantir sur le développement économique de cette zone. Et Kayar a justement cette caractéristique essentielle d'être un port de pêche et également d'avoir un arrière-pays, faire partie de la longue tranche des Niayes. Donc il faut que le gouvernement revoie un peu la politique de développement de la région de Thiès en s'appuyant sur Kayar et d'autres zones de cette nature. Mais Kayar est très particulier. C'était à l'occasion d'une journée dédiée au grand notable lébou de Kayar, Djaraf Mbondoy. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. L'exploitation prochaine du pétrole de Sangomar qui fait naître un sentiment d'inquiétude chez les communautés des îles du Saloum. Au-delà de leur santé et les conséquences sur l'environnement, elles redoutent une disparition des ressources halieutiques. Toutes ces inquiétudes ont été évoquées lors d'une conférence publique tenue à Foundiougne sur la question, conférence initiée par le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels. Aminata Goudiaby. Des interventions, les unes aussi flippantes que les autres. L'exploitation prochaine du pétrole de Sangomar inquiète mareyeurs, pêcheurs et femmes transformatrices de produits halieutiques des îles du Saloum. Ces communautés insulaires ont participé à une conférence organisée par le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels. Dr Moussa Mamadou Baldé, responsable sécurité alimentaire et résilience du CRADEX. Ce que nous avons tendance souvent à mettre en avant, surtout par les pouvoirs publics, c'est les avantages, la masse financière qui sera retirée de cette exploitation. Et souvent, ce que nous appelons les coûts économiques, sociaux et environnementaux, c'est souvent les populations locales qui sont victimes de ces coûts. Et une éventuelle marée noire pourrait compromettre de manière négative leurs moyens de subsistance. Il y a bien des risques potentiels sur l'environnement et sur les ressources naturelles. Il faut donc alerter et demander aux autorités de prendre en compte ces interrogations des populations vivant dans les îles. Dr Babou Faye, enseignant-chercheur à l'université du Sine Saloum. L'expérience internationale montre à suffisance qu'on a des risques. Les populations de delta du Saloum pour prendre ces expériences internationales comme fondement pour faire des plaidoyers pour éviter l'arrivée de ces risques. Le CRADEX prend les devants. Depuis 2021, un programme est déroulé pour sensibiliser les acteurs de la pêche sur les nouvelles habitudes à adopter quand l'exploitation du pétrole va démarrer.
démarrer. Dans l'étude d'impact environnemental qui a été faite par la compagnie, le CRADES a fait une étude critique. Et il ressort qu'en cas de problème de déversement, l'Australie c'est à 8000 km du Sénégal. Il faudrait 68 jours pour qu'il puisse intervenir. Donc vous imaginez, s'il y avait une fuite, il faut attendre 2 mois, le niveau de pollution que ça pourrait engendrer. C'est pour cela que nous sommes en train de faire ce travail de sensibilisation et de plaidoyer. L'État est invité à prendre au sérieux la question de la sensibilisation des communautés. Elles doivent être rassurées par des éléments concrets. Aminatou Goudiaby, Fatick FM. La dégradation du niveau de vie des populations des zones insulaires de la Casamance du fait des baisses sensibles des rendements agricoles tributaires de la salinisation des terres, une véritable source d'inquiétude. Cette situation bouleverse les habitudes et encourage le départ des jeunes vers l'immigration irrégulière. Lamine Ba. Les îles de la Casamance sont en danger. Les populations ne seront plus en mesure d'ici quelque temps d'exercer des activités agricoles du fait d'une dégradation sensible des espaces cultivables face à la salinisation des sols. Le sujet préoccupe le centre écologique Albert Schweitzer et Justice climatique qui ont à cet effet mis à profit la journée de l'environnement pour sensibiliser sur l'urgence à adopter des comportements résilients face à ces périls. Boubacar Demba, chargé du projet Réseau Casamance au sein de l'ONG CAS. Sans les terres, nous ne pouvons pas développer nos activités agricoles. Et l'appauvrissement des terres a pour conséquence l'appauvrissement au niveau des ménages et ce qui va entraîner donc l'exode rural. Nous avons le problème très récurrent de l'immigration clandestine. C'est lié donc à la dégradation des terres parce qu'il n'y a pas d'activité agricole qu'on peut développer dans nos îles. C'est l'île de Djogé, très menacée par les régions côtières et la salinisation des terres qui a abrité la cérémonie. De l'avis du chef de la division de l'environnement et des établissements classés, il faut s'orienter vite vers l'agriculture régénérative pour faire face au phénomène. Ibrahima Diagne. L'agriculture régénérative permet d'augmenter la production en même temps respecter les écosystèmes et aussi investir sur la gestion des pesticides. L'autorité administrative qui a présidé la rencontre de sensibilisation estime que le changement de comportement s'impose à tous par le moyen de la mutualisation des forces. Amadou Babandiaï, adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Kataba. Nous assistons à la dégradation de nos terres, à une baisse des rendements agricoles. Un changement de comportement s'impose à nous tous. Mutualiser nos efforts et de travailler avec toutes les parties prenantes. La journée mondiale de l'environnement a été particulièrement axée cette année sur les menaces engendrées par la dégradation des terres dans les espaces insulaires. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La journée mondiale de l'environnement, c'était hier. Lamine Ba, merci. Et nous reparlons de cette inquiétude des mécaniciens établis à Darussalam dans la commune de Yeumbeul Nord. Ils sont menacés par certains habitants du quartier qui veulent les faire quitter pour des raisons de sécurité. Aminata Ba. Les mécaniciens du garage de Darussalam de Yeumbeul Nord sont dans une totale détresse. Ces ouvriers sont menacés par des habitants du quartier qui les somment de quitter les lieux. Pape Sène, mécanicien. Nous avons vraiment mal au cœur. Certains habitants du quartier disent qu'il y a de l'insécurité dans la zone à cause de notre gare et nos véhicules ont encombré le quartier. Ils veulent nous faire quitter les lieux parce qu'ils souhaitent s'approprier du site. Ils nous menacent tout le temps. Abdou, un autre mécanicien, est un chef d'atelier qui emploie plusieurs apprentis. Il se désole de la situation. Est-ce que nous ressemblons à des agresseurs? Ils doivent nous laisser tranquilles, nous faisons que travailler. Ces ouvriers interpellent les autorités et demandent au chef de l'État de leur octroyer un site adéquat et accessible. Nous sommes des mécaniciens et nous voulons un bon site pour travailler. Même s'il faut payer, nous sommes prêts. Ces mécaniciens sollicitent également l'intervention de leur maire, Babacar Ndao, et des autorités administratives de la localité pour régler ces différends qui les opposent à certains habitants du quartier Darussalam de Yeumbeul Nord. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futur Média. La sécurité routière pour faire face aux accidents, la Nazer, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, s'engage à promouvoir le respect du code de la route. Des opérations de contrôle mixte axées sur la sécurité routière ont été organisées à Kaolack. Là-bas, nous allons retrouver Fatou Mbow qui nous signale donc que plus de 100 véhicules ont été contrôlés. 15 véhicules ont été immobilisés sur 103 contrôlés lors d'une opération mixte axée sur la sécurité routière, une mesure prise pour lutter contre les accidents mortels sur la route, comme l'a souligné le capitaine de police Mansour Faye. Réduire les accidents et mettre en place un dispositif continu et visible. Vous l'avez constaté derrière moi, beaucoup de véhicules ont été immobilisés pour diverses infractions. Nous sommes à 103
véhicules contrôlés. Des sanctions sont nécessaires face à ces différentes infractions commises par ces véhicules. Et que beaucoup de véhicules, leur essuie-glace ne fonctionne pas. Il y a défaut de pneumatiques, les pneus sont usés, il n'y a pas de licence de transport, il n'y a pas de licence, il y a défaut d'assurance, défaut de visite technique. Quand il conduit sans un permis de conduire, il doit être déféré au parc. La sensibilisation doit être renforcée à l'intérieur de la région, tout comme à l'extérieur, afin de promouvoir le respect des règles de conduite, surtout pendant la période de Tabaski. Les conducteurs, les acteurs de la route, les usagers, les motos Jakarta. Et après Kaolack, nous comptons retourner sur Dakar, vu les préparatifs de la fête de la Tabaski, pour éventuellement aller au niveau des gares routières de Dakar. Nous allons poursuivre à l'intérieur du Sénégal. Soyez rassurés. Les entrées et sorties de la région de Kaolack sont strictement contrôlées par les agents de l'ANASER en collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour maintenir des dispositifs de contrôle visibles et durables. Fatoubo Kaolack, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. Je vous l'annonçais en titre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Kalidou Diallo, qui se dit sceptique suite aux mesures annoncées hier en Conseil des ministres pour une réforme du système éducatif. Selon lui, on ne peut pas réinventer la roue car toutes les réflexions ont été déjà faites pour sauver l'école. L'ancien ministre juge aussi illusoire de vouloir éliminer les abris provisoires et le déficit d'enseignants dans un pays comme le Sénégal. Kalidou Diallo téléphone avec Elad Junjo Goudien. Les réformes de l'éducation sont assez nombreuses. Je pense que d'abord, depuis les états généraux de l'éducation et de la formation en 81, il y a ajouté bien sûr les assises de l'éducation. Il y a bien sûr ce qu'on appelle le PDF en fin de mandat d'Abdou fait avec le président Ouad. Et il y a le paquet également qui est en cours. Donc je pense que au Sénégal, du point de vue de la réflexion stratégique, tout a été dit. C'est très difficile d'innover et d'inventer. Il s'agit de mettre en pratique. Les abris provisoires également, c'est l'éternelle discussion. Quand on n'a pas la scolarisation universelle et quand on a un taux de naissance assez élevé et s'il fait scolariser tous les enfants à partir de 6 ans et même à partir de 3 ans avec la case des députés, avec la préscolarisation. Mais et si l'État veut tout construire en ciment, en bâtiment, mais l'État n'a pas ces moyens-là. On ne peut pas supprimer les abris provisoires à l'état de développement actuel. C'est de l'illusion. Les abris provisoires seront là tant que le Sénégal continue à avoir un taux de naissance élevé et tant que le Sénégal a son statut de pays sous-développé ou en développement ou émergent. La question des enseignants, c'est la même chose. Le déficit d'enseignants. Mais vous voyez, chaque année, le Sénégal inscrit plus de 300 000 enfants, 300 000 élèves depuis mon temps. 300 000 élèves au CI. Tu divises ça par 50 ou par 30. C'est combien d'enseignants nouveaux? Ici, on décide d'y mettre l'anglais. Ici, on décide d'y mettre les langues nationales. Mais tout ça, c'est des moyens énormes. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Kalidou Diallo, et nous parlons de ces risques de pénurie de moutons à Kébémer en vue de la Tabaski. Les éleveurs et les vendeurs de moutons qui se lamentent du manque de financement depuis maintenant 3 ans. Nafissa Ndiaye. Le déficit de financement qui dure depuis 2 ans irrite les vendeurs de moutons de Kébémer. Le responsable du foirail de ce département déplore la situation. Sidi Sow. Tout le monde sait que c'est nécessaire pour un éleveur d'avoir beaucoup de moyens pour pouvoir préparer la Tabaski. C'est pour cela que j'interpelle l'État à ce sujet. Badambaï est éleveur. Il revient ici sur les conséquences d'un tel état de fait. Les moutons ne peuvent pas coûter à des prix abordables car l'aliment de bétail a augmenté. À cela s'ajoute le déficit de financement pour nous les éleveurs et cela peut causer une pénurie de moutons. Nous sollicitons vraiment l'aide des autorités. Ils sont nombreux ces éleveurs qui tardent à honorer leurs engagements auprès des structures financières. C'est ce qui explique d'ailleurs cette situation. Cheikh Tidiane Daou est le chef du service départemental de l'élevage de Kébémer. Taux de remboursement année 2020
Le taux de remboursement de l'année 2020 est estimé à 48%, celui de 2021 à 75% et en 2022 à 41%, ce qui a fait un total de 55% durant les 3 dernières années. Et l'institution en charge de ces financements demandait un taux de remboursement de 70%. C'est difficile et c'est ce que ces éleveurs ont raté malheureusement. Face à cette situation, nombreux sont les éleveurs du département de Kébémer qui demandent une faveur à l'État auprès des structures financières de la place. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy. Le Bénin d'abord, plusieurs soldats tués dans le parc national de la Pendjari dans le nord du pays. 7 soldats au total, ils ont été tués par des hommes armés non identifiés mardi. Une annonce faite hier par un responsable de l'armée qui s'est confié à l'agence France Presse sans donner de détails sur les circonstances de l'attaque à la région frontalière avec le Burkina Faso où est situé le parc national de la Pendjari reste l'épicentre des attaques au Bénin. Elles y ont augmenté ces dernières années et sont attribuées à des combattants djihadistes du groupe État islamique et d'Al-Qaïda venus des pays voisins où ils prospèrent. Au Maroc, au moins 8 personnes sont mortes et une centaine d'autres sont actuellement hospitalisées. Certaines d'entre elles dans un état grave. En cause, la consommation d'alcool frelaté, un mélange entre l'alcool classique et du méthanol, un alcool chimique obtenu grâce à du gaz naturel ou du charbon est extrêmement dangereux pour la santé. Le drame s'est produit à Sidi Al Tazi, près de Kénitra, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale Rabat. C'est le deuxième drame de ce genre en seulement une semaine au Maroc. Le 30 mai dernier, les autorités de Meknes ont annoncé l'arrestation de 2 hommes soupçonnés d'avoir fabriqué et vendu de l'alcool frelaté ayant provoqué la mort de 7 personnes. Au Mali, mouvement d'humeur dans les banques, établissements financiers, assurances, entre autres suite à l'emprisonnement d'un leader syndical. Le SINABEF, le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers, appelle à cesser le travail dans toutes les banques du pays. L'organisation dénonce le placement sous mandat de dépôt hier de son secrétaire général Amadoun Ba et poursuivi pour faux et usage de faux sur fond de conflit syndical interne, mais certains y voient une tentative de musellement. Salimata Aou. Amadoun Ba est arrêté et placé sous mandat de dépôt hier pour faux et usage de faux sur fond de conflit syndical interne. Il est soupçonné d'avoir falsifié le procès verbal d'une assemblée générale du SINABEF. De sources syndicales, il aurait ajouté la signature de personnes absentes, notamment celle d'un représentant de la banque BDM, Pape Sadio Traoré, dans un contexte de rivalité interne pour la direction du comité syndical de cette banque. Une plainte a été ainsi déposée par Sadio Traoré, ce qui a conduit à l'arrestation et à l'incarcération d'Amadoun Ba. Une arrestation interprétée par d'autres comme une tentative de musellement. Le syndicat national des assurances, banques et établissements financiers appelle à cesser le travail dans toutes les banques du pays. La puissante centrale syndicale UNTM s'est réunie hier, une réunion de crise sur le sujet et une délégation a été reçue à la présidence afin de tenter d'obtenir la libération du syndicat Amadoun Ba. La guerre Israël-Hamas, l'Espagne va se joindre à la procédure engagée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice contre l'offensive menée par Israël dans la bande de Gaza. Annonce faite ce matin par le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Alvarez. Ce matin toujours, le directeur du bureau des médias de Gaza et un responsable du ministère de la Santé de Gaza ont annoncé un nouveau bilan de 40 morts et 73 blessés dans une frappe israélienne ayant visé une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Les 2 responsables précisent que 14 enfants et 9 femmes faisaient partie des victimes. Merci beaucoup Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, débat tout à l'heure donc sur les mesures annoncées hier en Conseil des ministres pour réformer le système éducatif au Sénégal. Pour en parler, nous serons avec Abdourahmane Gaye, secrétaire général de l'UDEN, l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, membre du G7, et Mbaké Diagne, professeur d'université, inspecteur général de l'éducation et de la formation, chargé des langues nationales au ministère de l'Éducation nationale.
RFM Sport. Bienvenue Malal Diagne Junior. Merci Barthélémy. À partir de 19h, le Sénégal joue contre la RD Congo au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ce sera le 100e match d'Aliou Cissé sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal. Il a parlé de ce match-là, également de son 100e sur le banc de l'équipe nationale. Aliou Cissé que nous écoutons. 5e sélection, je n'avais pas compté les nombres de victoires, etc., parce que tous les matchs ont été importants. Sans sélection, je ne me rappelle pas de la première sélection pour vous dire à quel point c'est allé vite, à quel point ça a été intense. Mais comme on dit, alhamdoulilah, santé yalla boubar. Mais comme je l'ai dit, c'est des heures de travail, de sacrifice, d'abnégation, de travail, mais aussi la confiance des fédéraux, la confiance aussi des dirigeants qui ont pu me laisser la possibilité de pouvoir jouer ces 100 sélections-là. Remercier les joueurs, parce que c'est eux aussi, leur travail. Ils ne m'ont jamais rien refusé. Ça a été parfois compliqué entre eux, mais ils ont toujours été là pour faire le travail. Voilà, mon staff technique, bien sûr, les gens qui travaillent avec moi aussi, Cara, le team manager, les intendants, le médico, tout ça, en réalité, ils font partie de ces 100 sélections-là, parce qu'ils l'ont vécu avec nous. Ils ont vécu toute cette intensité-là durant bientôt 10 ans. Donc, c'est grâce à eux tous, c'est pas seulement mon travail, mais vraiment très fier. Les autres rencontres pour cette 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde avec la Guinée-Bissau qui joue contre l'Éthiopie. Le Burkina est en Égypte pour défier les pharaons d'Égypte. Le Cameroun avec les Bisbis au niveau du banc joue contre le Cap-Vert. L'Algérie joue contre la Guinée. L'équipe congolaise joue contre le Niger. Et la Mauritanie, futur adversaire du Sénégal le 9 juin prochain, fera face au Soudan. Barthélémy. En attendant, bien sûr, le direct du match de ce soir, 19h. Vous allez le faire? Je serai là si vous m'invitez, monsieur Malal. Pas de souci alors. Merci beaucoup, Malal Diagne Junior. Bonjour, Georges Déthié Diop. L'école va faire sa mue. Les nouvelles autorités annoncent une transformation du système éducatif. En Conseil des ministres hier, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décliné, comme le souligne Le Soleil, les axes de la nouvelle école. Sud Quotidien renchérit que Diomaye livre une clé du projet. Entre autres axes mis en évidence par le quotidien gouvernemental, repositionnement stratégique dans les valeurs et ambitions de la société sénégalaise, restructuration du programme paquet, prise en compte des langues nationales, de la généralisation de l'enseignement de l'anglais dès l'élémentaire, développement du numérique à l'école et digitalisation intégrale du système éducatif. Planification sur 5 ans des recrutements d'enseignants dans toutes les matières et éradication des abris provisoires. Ainsi, Réumi affirme que Bassirou Diomaye Faye révise et corrige le système éducatif. Pour Vox Populi, l'on s'achemine vers une révision globale du système éducatif. L'éducation, qui n'était pas le seul point à l'ordre du jour lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, plusieurs mesures individuelles ont été prises et l'AS fait état de défenestration de responsables de l'ancien régime et relève que la purge continue. Yaye Fatou Diagne, Pape Demba Bitèye, Adama Diallo, Bara Ndiaye sabré par Diomaye, Sambou Biagui remplace Bara Ndiaye qui n'a pas été sauvé par son adhésion à PASTEF. Pape Demba Bitèye remplacé par son secrétaire général. Amsatou Sow Sidibé et Fatou Blondin Diop récompensés. Rougui Sow, Justin Correa, Alioune Gueye, Matar Sène, Jean-Michel et Ndam Sen, la part du lion de PASTEF. Commentaire du journal Le Quotidien à la suite de ces nominations. Vent de changement, s'exclame mon confrère. Selon Sucré Salé, les mercredis se suivent et se ressemblent pour le président Faye. Il signe les décrets de nomination à la tête des directions nationales. Hier, il a essayé d'insuffler de la nouvelle énergie dans le secteur de l'énergie. De la Sénélec à l'AME, en passant par Petrosen, l'équipe dirigeante met ses hommes avec des profils sortis parfois de nulle part. Mais le biétiste souligne qu'il est interdit de commenter car le président nomme aux postes civils et militaires et il est loin d'épuiser la liste des prétendants. Le quotidien qui s'arrête par ailleurs sur l'eurobond de 400 milliards de francs CFA et évoque une faille dans l'opération. Le journal rapporte que le taux d'intérêt est de 7,75% pour 7 ans alors qu'en 2021, le Sénégal avait emprunté 500 milliards de francs CFA à 5,3% pour 16 ans. Une partie de l'emprunt va servir à
payer l'encours de la dette. Le fisc aux trousses des entreprises de presse. Impossible de payer, s'exclame le journal. Une presse taxée de non-payeurs. Mamadou Ibra Kane, le président du CEDEPS, confie qu'il faut que le ministère des Finances fasse une main levée sur les comptes des groupes de presse. Le CEDEPS qui est prêt à rencontrer le chef de l'État. À la une de l'Observateur, saisie récurrente, drogue, état des risques. Elle ternit l'image du Sénégal et nous sommes à un pas d'être classé pays de narcotrafiquants, confie-t-on au journal L'Observateur. Cette interview à lire dans Source A, un entretien avec le député Boubacar Biaye. Il est question du départ de Macky Sall de l'APR réclamé par Moustapha Diakhaté, des manquements lors de l'élection présidentielle, de l'absence de soutien au candidat Amadouba. Le parlementaire confie qu'il y a une différence entre la campagne de 2024 et celle de 2019. Il y a eu des manquements cette fois-ci. Pour la première fois, il n'y a pas eu de rencontre entre le comité électoral départemental et les comités électoraux communaux pour déterminer une stratégie de campagne électorale. Il n'y a pas eu d'engouement, ajoute-t-il, de la part des responsables lors de la dernière élection présidentielle. Boubacar Biaye confie que personnellement, il ne peut pas avoir la même position que Moustapha Diakhaté qui demande le départ de Macky Sall. Il dit qu'il le sanctionne sur la base des faits réels. Cependant, il ne remet pas en cause sa position. Il faut réformer le parti en profondeur. La garde à vue de Adama Faye, il fait la une de certains journaux. Selon le Témoin, il est poursuivi pour une affaire d'escroquerie foncière portant sur près de 300 millions de francs CFA. Libération donne la somme exacte. Selon le confrère, Adama Faye empoche 275 millions de francs CFA pour des terrains en toc. Les sports. Pour boucler à la une des quotidiens spécialisés, le match Sénégal-République démocratique du Congo à 19h. Match comptant pour les qualifications au mondial de 2026. Les Lions et les Léopards, un duel de fauves pour le quotidien Stade. Il faut les 3 points et rien d'autre. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? À midi 33 minutes, place maintenant à la rubrique Point de vue. Débat donc sur les mesures annoncées hier en Conseil des ministres pour réformer le système éducatif au Sénégal. Pour en parler, nous sommes avec Mbaké Diagne. Monsieur Diagne, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien, Monsieur Diagne. Vous êtes professeur d'université, inspecteur général de l'éducation et de la formation, chargé des langues nationales au ministère de l'Éducation nationale. Notre deuxième intervenant, Abdourahmane Gaye. Monsieur Gaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'UDEN, l'Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal, membre du G7. D'abord, la parole à Mbaké Diagne. Professeur, hier en Conseil des ministres, le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures pour réformer le système éducatif. D'abord, il a souligné l'urgence d'évaluer et de restructurer selon les orientations du projet le paquet. Dans l'ensemble, quelle lecture faites-vous de ces mesures annoncées par le chef de l'État? D'abord, je vous salue et salue pour inviter le secrétaire général de l'UDEN. Bon, moi, je suis directeur de recherche à l'UCAD, à la recherche de gère, je supervise tout ce que les secrétaires de l'État font en matière d'introduction. J'ai été professeur de l'éducation, instituteur et professeur anglais. Alors, maintenant, je pense que ce conseil de ministres-là, je dis qu'il a vraiment touché les points forts où on attend vraiment le gouvernement et le nouveau régime. Quand on parle, je pense qu'ils ont la bonne réponse. Parce que le président parle d'évaluation du système éducatif dont les programmes sont en inadéquation avec les réalités. Et chemin faisant, il a touché les conséquences des perditions scolaires, manque de infrastructures, déficit. Et
Monsieur Diagne, on va vous laisser, peut-être vous allez vous déplacer un peu, Monsieur Diagne. On va vous rappeler, vous déplacer un peu, parce qu'on a du mal à entendre correctement ce que vous dites, des caprices sur le réseau téléphonique. On vous rappelle tout à l'heure, Monsieur Diagne, on vous rappelle tout à l'heure. Voilà. Le temps de donner la parole à Abdourahmane Gueye, le secrétaire général de l'UDEN, membre du G7. Monsieur Gueye, le chef de l'État a souligné, en tout cas, l'inadéquation des programmes avec nos réalités nationales. C'est le même constat, selon vous, syndicalistes? C'est le même constat que vous avez fait? Oui, vous me permettrez à l'entrant de mon propos de vous saluer de cette initiative qui nous permettra de donner notre point de vue. Je crois que notre système éducatif fait face à des défis énormes. Et ce n'est pas inconnu d'aucun Sénégalais. Si par extraordinaire la plus haute autorité prennent en tout cas des décisions qui vont dans le sens de remédier à ces difficultés auxquelles le système est confronté, nous ne pouvons qu'être en tout cas réceptifs. Donc nous saluons à sa juste valeur en tout cas l'annonce de ces mesures. Parce que nous notons qu'il y a 3 ou 7 grandement décisions qui sont annoncées et qui ont toujours été l'objet, en tout cas, de débats entre nous, acteurs de l'éducation. Oui, justement, parce que ce n'est pas la première fois qu'on annonce des mesures pour permettre à l'éducation de redorer son blason, mais à l'arrivée, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Oui, c'est ça le fond du problème. C'est là où j'allais en venir. Parce que entre prendre des mesures et les appliquer, il y a quand même un fossé. Et je crois que ce que nous recommandons en tout cas à la plus haute autorité, c'est d'être conséquent, d'être ferme et d'aller résolument en tout cas au règlement des difficultés auxquelles le système est confronté. Si tant est que nous voulons préserver ce système qui est utile, qui est capital pour nous autres Sénégalais. Parce qu'il s'agit de la formation de nos enfants pour qu'ils puissent devenir des citoyens à même de contribuer au développement de leur pays. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas amnésiques, mais nous tous constatons qu'avec ce qui se passe au niveau de l'Internet, il y a à réorienter notre système à aller dans le sens qui permettrait en tout cas que chacun d'entre nous comprenne qu'il est responsable partout où il se trouve et que par rapport à ça, il y a un comportement quand même qui nous appelle et qui nous interpelle. Et ça, je crois que l'école quand même doit jouer sa partition et l'école est le lieu le plus approprié pour nous amener dans ce droit chemin. Dans ce droit chemin. Je reviens à vous tout à l'heure parce que j'ai envie de vous poser la question liée un peu au curriculum, à cette approche par les compétences plutôt, M. Gueye. Je vous reviens. Le temps de retourner, remettre la parole à M. Diagne. M. Diagne, vous êtes là? Oui, je suis là. Voilà, là c'est plus clair. Alors, vous pouvez poursuivre votre argumentaire. Oui, je disais que je pense qu'ils ont la bonne information et l'orientation. Non seulement le diagnostic est bon, mais les orientations qui sont données comme mesures à prendre sont aussi les mesures qu'il faut prendre. Mais je dis, et j'attire l'attention des autorités, que si nous voulons un système éducatif performant, qui fait de la qui évite la déperdition, l'abandon. Il faut que l'école parle la langue de la société. Il faut que l'école parle la langue de la société. Oui. Le Wolof, c'est ça? Il faut que l'école parle la langue, la même langue que la société pour laquelle elle a été mise sur pied. On ne peut pas avoir une école qui fait fi de nos cultures, de nos valeurs, de nos réalités endogènes et qui puisse faire de la qualité. Et je dis que sans les langues nationales, il sera extrêmement difficile de dépasser les enjeux, les défis qui se posent au système éducatif.
Et l'État a bien fait, parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'État a un modèle d'enseignement bilingue qui permet d'introduire la langue nationale, qui a commencé à être mis en œuvre sur le terrain. Ça va permettre de révolutionner tout notre système éducatif et nos pratiques éducatives. Je peux vous donner une seule conséquence qui montre cela, c'est que les parents pourront participer de manière active à l'encadrement de leurs enfants qui vont aller à l'école et leur revenir. Parce qu'ils pourront savoir ce que l'enfant dit, ce que l'enfant reçoit comme enseignement, et pourront participer. Ce qui fait que l'école va être réconciliée avec le milieu, avec la population. Ça sera une conséquence énorme qui va permettre vraiment à l'État de faire ce que j'ai entendu dire, une société éducative. Parce que sans la participation de la société, il n'y a aucune politique qui peut réussir. Alors là, l'État est en train de faire de belles choses. Le conseil que je donne, c'est que ce modèle-là qui est en train d'être appliqué sur le terrain, qui est dans 9 régions actuellement, qu'on appelle modèle harmonisé d'enseignement bilingue au Sénégal, le MOEPS, devrait être une priorité pour l'État. Et que si vraiment on veut réussir ces mesures-là, il faut que l'État prenne en charge financièrement ces aspects qui sont des aspects de souveraineté. L'introduction des langues nationales dans le système va permettre d'amoindrir les difficultés des élèves et ça va permettre de revoir les contenus comme ils l'ont dit pour les adapter à nos réalités culturelles, socio-culturelles. Mais sans oublier aussi l'environnement scolaire, les conditions de travail des enseignants, alors la disponibilité même ou la disponibilité des écoles, des tables bancs et tout, c'est un cocktail à régler. Ils ont annoncé les mesures qu'il faut. Si maintenant l'État s'engage dans l'introduction de la langue nationale avec une approche bilingue qui permet aux enfants d'avoir les premières acquisitions dans la langue qu'ils maîtrisent et de le transférer en français pour mieux évoluer, mieux fonctionner. Maintenant, ça va induire le changement dans la formation. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'ils parlent de la FASTEF et des centres de formation du personnel de l'éducation, les CRPE, qui doivent être revus dans le référentiel de formation pour prendre en compte ces aspects de l'introduction de la langue nationale et des valeurs, dans les curricula. Je pense que ils ont bien vu. Et c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, l'État est une continuité. Le modèle que le Sénégal a mis sur pied, qui est à l'an 0, qui est accompagné par l'USAID dans son volet relis, est en réalité aujourd'hui bien apprécié par le monde entier. Tous les spécialistes, les organisations internationales qui travaillent dans le domaine de l'éducation attendent le Sénégal parce que c'est le Sénégal seulement qui a pondu un modèle qui donne de l'espoir. D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, M. Diagne. Abdourahmane Gaye, le curriculum a été une innovation avec cette approche-là, approche par les compétences. Aujourd'hui, vous voyez les résultats ou vous pensez qu'il faut, en tout cas, réformer le curriculum? Oui, je crois que la difficulté à laquelle nous sommes confrontés transcende la question de l'approche pédagogique. Je crois que c'est une question beaucoup plus profonde. Et c'est pourquoi je crois que je donne le sens à ces mesures prises ou annoncées par le Conseil des ministres. Parce qu'en réalité, M. Diagne vient de le dire, il faut atténuer la difficulté des apprentissages par l'introduction des langues nationales. Partout dans le monde, nous avons constaté que les pays qui ont utilisé leur langue nationale ont fait des percées dans le domaine, en tout cas, scientifique et dans le domaine de la recherche. Par conséquent, nous ne pouvons pas occulter une telle
approche. Mais au-delà de tout ça, je crois que le financement de l'éducation en soi est une problématique au niveau du monde, a fortiori au niveau de notre pays. Mais au Sénégal, si on se réfère au fonctionnement, on se rendra compte que le Sénégal, quand même, a fait des efforts énormes par rapport, en tout cas, aux critères internationaux. Parce que les critères internationaux, c'est 6% du BIP et 20% du budget de fonctionnement. Mais depuis 2020, le Sénégal avait déjà dépassé ce gap. Parce que nous étions déjà à 7,3 et 26% du budget de fonctionnement. Donc, si aujourd'hui nous constatons qu'il y a des manquements par rapport aux abris provisoires, le manque qu'il y a d'enseignants, de tables-bancs, nous devons nous poser une question. Quelles sont les raisons qui, en tout cas, nous amènent dans cette situation-là? Et c'est ça la question de fond qu'il faut poser. Et je crois que, à mon avis, cela, quand même, nécessite une réflexion approfondie. Mais a priori, on pourrait penser, en tout cas, à la gestion inefficiente et inefficace du budget alloué au secteur. Mais ça, c'est un élément. Mais l'autre élément, c'est le cadrage des dépenses budgétaires. Je crois que voilà des questions de fond qui nécessitent que nous puissions nous asseoir et nous regarder les yeux dans les yeux et aller dans le sens de prendre en charge les préoccupations qui feront avancer le système éducatif. Moi, je crois que c'est ça le sens même des points annoncés, parce que j'ai constaté que parmi les 7 questions majeures, on nous a parlé de l'intégration continue et pragmatique des DARA. Oui, il nous faut nous adosser à nos réalités sociétales. On ne peut pas l'occulter. Mais il faut aussi s'en ouvrir au monde. Aujourd'hui, le renouveau technique est là. On ne peut pas s'en passer. Il nous faut aussi, à mon avis, quand même introduire et de manière systémique le numérique à l'école. Ça, je crois que c'est un élément qu'on ne peut pas occulter. Mais l'environnement de l'école, mais ça pousse l'enfant à aimer l'école, à avoir le goût de l'école. Mais si nous sommes dans des endroits délabrés, mais il est évident que l'enfant va dire, mais ce milieu-là, c'est pas un milieu réceptif. Donc, par conséquent, il va avoir un dégoût par rapport à l'école. Et si l'enfant a un dégoût par rapport à l'école, il est évident que les enseignements apprentissages ne pourront pas, en tout cas, suivre. C'est tout un package, tout un ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Gueye, Abdourahmane Gueye. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 13h. Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'UDEN, membre du G7. Mbacké Diagne, en 2 mots, au-delà de l'intégration des langues nationales, est-ce que là, même ce n'est pas un paradoxe, puisque le président demande une intégration des langues nationales, mais également une généralisation de l'enseignement de l'anglais dès l'élémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe un peu? Voilà le point que j'allais aborder d'ailleurs. Je vous dis que tout le monde, toute la science, toute la recherche a montré que l'enfant doit être scolarisé dans sa langue première. C'est la langue qu'il maîtrise le plus. Ça, si c'est un constat scientifique, si on veut aller de l'avant, on doit l'appliquer. Ça, c'est un. Donc, comment c'est une langue étrangère, la scolarisation, les enseignements, les premiers enseignements par une langue étrangère a été toujours source de difficultés et source d'échecs. Si je le dis pour toutes les langues étrangères. D'accord. Nous sommes un pays anciennement colonisé, c'est pour ça que nous avons hérité du français et l'école a été une école française. C'est pour ça qu'on a eu une école qui a été toujours rejetée par une partie de la population. Parce qu'ils ont vu les conséquences. Aujourd'hui, si on veut réformer, nous devons revenir à nous-mêmes. Donner de la force réinventer la roue, c'est ça? C'est-à-dire que l'enfant a déjà maîtrisé son environnement dans sa langue maternelle. Il doit venir avec cette langue dans l'école. Ceci étant dit,
Cela veut dire que toutes les autres langues doivent être des langues secondes d'enseignement. D'accord. Donc, nous sommes en train d'introduire les langues nationales parce qu'on a fini toutes les expérimentations, on sait ce qu'il faut faire. Le modèle est bien pensé, il est en train d'être appliqué. L'État doit renforcer ce modèle, le protéger, lui trouver des financements, d'ailleurs le financer entièrement et protéger les financements. Merci beaucoup. Maintenant, mon inquiétude, oui, en 2 c'est secondes. par rapport à l'introduction de l'anglais. Oui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, si on veut faire du bilinguisme entre la langue première de l'enfant et le français, est-ce qu'on aura un quantum assez suffisant pour faire de la place à une autre langue étrangère? C'est pour ça que j'avais dit dans un article que j'avais mis dans le soleil qu'il nous faut laisser le système être bien pensé. L'anglais commence dès la 6e. Le Sénégal a bien réfléchi et je pense que dans tous les pays qui nous entourent, nous sommes le seul pays qui commence l'anglais à partir de la 6e secondaire. Merci beaucoup Mbacké Diagne. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps. Mbacké Diagne, on vous retrouve tout à l'heure dans le 13h. Mbacké Diagne, professeur d'université, inspecteur général de l'éducation et de la formation chargé des langues nationales au ministère de l'Éducation nationale. Merci également à Abdourahmane Gueye, secrétaire général de l'UDEN, membre du G7. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou Diène. Au micro, c'était Barthélémy Ngom, technique Aliouba, digital Maïsam Bayi, réalisation Eladji Ndiogou Diène. Il sera là, chef d'édition Awambaye. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.